Moi j'ai 4 ans et mon rêve c'est de rencontrer des licornes. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Entreprends tes rêves, le podcast des rêveurs qui passent à l'action. C'est une invitation à entrer dans les coulisses de l'entrepreneuriat avec mes invités. C'est 2 lundis par mois et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Alexandre et mon rêve c'est de faire le tour du monde. Mon rêve, c'est de créer un podcast. Et après, comment je ferai le tour du monde? J'aurai un sac à dos. Mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. J'ai rêvé d'être pilote de F1. Mon rêve, c'était d'être artiste peintre. Et aussi de aller sur la lune et de être libre. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Rendez-vous sur Les Vedettes en scène. Bienvenue pour cette deuxième partie d'épisode où nous écoutons Marine de Sao Textile. Dans la première partie d'épisode, on a beaucoup parlé de l'industrie textile et finalement quel était ton parcours dans l'industrie textile. Et on a conclu sur le concept de la beauté et de l'image de soi que pouvait nous apporter, en tout cas auquel on pouvait se relier grâce aux vêtements. On va peut-être repartir sur ces sujets dans l'interview, on verra bien, parce que j'ai trouvé que c'était très agréable. Mais on s'est arrêté sur, finalement, tu décides de créer ta boîte. Tu as envie d'être utile et tu as envie de passer à l'action. C'est ça. Et puis j'ai cette envie de croire à une autre mode, tu vois, aussi, avec des valeurs plus humaines, moins impactantes pour l'environnement, plus respectueuses de l'être humain et de tout ça, quoi. Donc je quitte mon job et je fais une pré-incubation dans un premier temps, spécialisée dans l'économie circulaire. Et du coup, je commence à structurer mon projet. Ensuite, je continue à développer mon écosystème et là, je reviens dans mes racines, si tu veux. Donc moi, comme je te disais au tout début, je suis originaire d'un petit village dans l'Hérault. Et là, on me présente un écosystème qui est abaissant et qui est vraiment dans l'aglopole de Hague de Sète, etc. Et là, puisque je travaillais sur ce type de filet de pêche, et du coup, là, on me présente en fait les pêcheurs, les ports, et je commence à petit à petit structurer, vraiment continuer mon projet petit à petit, etc. Je crée l'entreprise. Attends, juste, Marine. Dis-moi, je vais trop vite. Comment tu te dis, je ramasse un filet de pêche D'accord. et j'en fais une fringue? Ok. En fait, si tu veux, donc ça s'est passé en 2 temps. Le premier, c'est que, comme je te disais, j'étais dans cet assaut où on ramassait beaucoup de déchets. Et en fait, lors d'une action, on avait ramassé beaucoup de filets de pêche directement auprès d'un pêcheur. Et donc, le fondateur de l'assaut m'avait dit, mais Marine, ça serait trop cool qu'on a déjà fait des partenariats avec des écoles de mode pour faire des robes de haute couture à partir de filets de pêche. Et moi, la mode haute couture, tu vois, tu vois, les grandes robes, etc. C'est pas du tout, moi, quoi. C'est pas du tout ma personnalité, c'est pas du tout la mode que j'apprécie. En tout cas, enfin, je la respecte et je la trouve magnifique, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et je me suis dit, bon, en tout cas, ça peut être intéressant de travailler sur ça. Par mon expérience de styliste, je savais qu'il existait des matières recyclées à partir de déchets marins, dont la bouteille plastique, pardon, et le filet de pêche. Et je me suis dit, bon, c'est simple en fait, je vais prendre ce gisement qui est là, qui est juste là, qui vient de notre territoire, et on va essayer de le faire en France en fait. On va essayer de le recycler en France moi je voulais monter une gamme de vêtements de sport. On va le faire en France, et c'est pas si difficile puisque ça existe déjà.
Et en fait, là, je me suis retrouvée face si tu veux, une autoroute d'opportunités, puisque ça n'existe pas en France, ça n'était pas fait en France. Donc, du coup, je me suis dit, c'est très simple, je vais me lancer sur ça. En fait, c'est ça mon défi, c'est de protéger les océans et notre Méditerranée en retirant ce filet, ce déchet de la mer, en le retirant et en le transformant en textile éco-responsable en France. Et d'avoir toute la chaîne de valeur en France. Et donc là, je me suis lancée dans un projet qui parfois me dépasse, mais qui est pas du tout utopiste, qui est pas du tout, qui est plus que réalisable puisque ça a vraiment avancé depuis. Mais en tout cas, la genèse c'était ça, c'était pourquoi pas créer une marque de mode. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas quoi, pourquoi pas. Voilà. Et alors, 2 questions. Quand tu dis on est allé ramasser le filet de pêche directement auprès du pêcheur, donc on appelle ça les EPU, les engins de pêche usagés. Exactement. Ça sous-entend qu'il y a des pêcheurs qui les jettent directement dans la mer quand ils en ont plus besoin parce que c'est une matière qui n'est pas récupérée et valorisée en tant que déchet, comme la laine de mouton par exemple, si vous avez écouté l'épisode de Thomas. Alors, en fait, si tu veux, donc les EPU, les engins de pêche usagés, donc ça fait partie, donc tu as tout ce qui est équipement pour la pêche. Donc, tu vas avoir autant les bouées, les filets, etc., les cages aussi. En fait, si tu veux, c'est pas qu'ils les jettent, c'est pas du tout ça. C'est juste que qu'en fin de vie, quand en fait le filet est trop usé pour continuer à être utilisé pour pêcher, ils vont les stocker sur les ports en attendant d'être envoyés à la déchetterie. Quand ils partent en mer pour pêcher, ça arrive souvent, Okay. qu'il y en a qui soient perdus, en fait. Mais c'est plus accidentel que volontaire. C'est pas du tout volontaire. Ils vont pas jeter leurs milliers de tonnages de filets par-dessus le bord, tu vois. C'est plus que quand ils mettent en place le filet, ça arrive qu'il y en a qui se décrochent et qui soient perdus en mer. Et en fait, si tu veux, tu as les associations donc, de plongeurs qui arrivent à les récupérer. Mais les filets perdus en mer, donc on appelle ça les filets fantômes, à partir d'un certain moment, l'écosystème marin, si tu veux, l'utilise pour recréer, si tu veux, leur écosystème. Donc, à partir d'un certain moment qu'il est perdu, on ne peut plus le sortir de la mer. Et donc, c'est du plastique qui se décompose dans la mer. Et j'ai une question là-dessus parce que quand on a voyagé en Thaïlande, là, il y a quelques mois, on avait effectivement vu que sur les déchets, les écosystèmes se réinstallaient et on se posait la question en fait, puisqu'on a ramassé des déchets pendant notre voyage en Asie, en Thaïlande, et en fait, on se demandait s'il valait pas mieux laisser le déchet avec l'écosystème qui se reconstitue ou si bien, à terme, finalement, l'écosystème, c'est un écosystème qui n'est pas viable sur une matière plastique. Tu as des éléments là-dessus ou pas? En tout cas, ce qui est vraiment, enfin, pour le filet de pêche, en tout cas, les autres déchets plastiques, je ne sais pas, mais c'est vrai que qu'on appelle ça, les bénévoles, plongeurs ou certains scientifiques préfèrent ne pas les toucher. En tout cas, préfèrent les laisser parce que ça pourrait avoir plus d'impact pour l'écosystème. Donc, il vaut mieux les laisser. Jusqu'à un certain point, en fait, tu peux les récupérer. Mais après, quand c'est trop, ça s'est trop recréé, on va dire, il vaut mieux pas toucher, quoi. Donc, la nature est hyper résiliente, en fait. Elle s'adapte de manière incroyable. Mais oui, ça, c'est incroyable. Ok. Vraiment, sur ça, c'est assez ouf. Même là, il y a eu des nouvelles avancées, des découvertes sur certains... je sais pas si c'est certains poissons ou certains... je sais plus qu'est-ce que c'est comme espèce qui arrive à décomposer ou à détruire le plastique aussi. Mais enfin, d'accord. Bref, il y a des avancées sur ça. Mais après, ce qui est sûr, c'est que le plastique a un impact néfaste pour les fonds marins. Puisque c'est du plastique qui se décompose, qui va être ingéré par les poissons. Et après, nous, on ingère aussi les poissons. Donc, c'est comme ça, par la chaîne alimentaire, qu'on se retrouve aussi, nous, contaminés par notre propre pollution. Oui, l'idée, c'est pas de dire, de se donner bonne conscience en se disant que la nature va faire son job. C'est juste de constater qu'il y a une certaine forme de résilience. C'est tout. Hein, c'est pas... jeter vos déchets, ils vont être recyclés par la nature. Ce serait aberrant. Donc, du coup, tu décides de créer ta boîte.
de par tes connaissances et de par l'écosystème associatif, tu te rends compte que c'est possible et tu rentres dans l'incubateur. Ok. Ça. Next step. Et en fait, si tu veux, donc là, l'enjeu, quand tu es dans un incubateur, c'est en gros, comme toute entreprise qui se crée, le nerf de la guerre, c'est trouver des fonds. C'est trouver des fonds, c'est trouver les investissements, les fonds nécessaires pour passer en fait, de la théorie que tu viens de décrire sur ton business plan, tout ça, à la pratique, à le réaliser. Donc pendant près de un an, franchement, mais 2021 jusqu'à mi-2022, donc ouais, un an et demi, j'ai fait des dizaines de concours de pitch pour gagner des fonds, des concours, pour gagner soit de l'accompagnement stratégique, soit pour avoir du cash pour m'aider à constituer ma société, soit pour avoir de la visibilité. J'ai fait des tas de concours jusqu'au jour où j'ai fondé ma société, j'avais les fonds nécessaires pour monter ma société et je continuais à aller chercher des fonds parce que, si tu veux, la recherche et développement, le centre de recherche que j'avais trouvé pour travailler sur ce concept, bah, du coup, ils sont pas bénévoles, tu vois, c'est un prestataire, il faut le financer. Donc, j'ai fait encore plein de concours. Enfin, vraiment, j'ai mouillé le maillot pour aller chercher des fonds. Et je sais plus si je t'avais raconté, mais du coup, j'ai un investisseur qui est rentré dans la société et je l'ai rencontré en faisant du Blablacar. Et J'adore. et c'est justement, en fait, tu vois, c'est justement pourquoi je suis contente, moi, de partager aujourd'hui mon retour d'expérience. C'est que quand on a un projet, quand on a une idée, je crois qu'il faut en parler. Enfin, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, parce que ça m'est arrivé, c'est d'en parler tout le temps, partout, à tout le monde. Parce que, donc, moi, j'ai fait beaucoup de concours de pitch, ça m'a apporté de la visibilité, ce qui m'a permis de rencontrer d'autres pêcheurs et de développer mon écosystème, etc. Mais c'est vraiment en faisant un jour un Blablacar, où quand tu fais un Blablacar, non seulement tu as un impact positif pour la planète, mais en plus tu rencontres de plein de gens et tu racontes un peu ta vie, tu vois. Et c'est en racontant mon projet que j'étais en train de mener, que voilà, que j'étais en train de chercher des fonds, que quelqu'un m'a dit, moi je connais quelqu'un et c'est un investisseur, je suis sûre que ton projet ça va lui plaire. 15 jours après, j'avais du coup l'avocat de mon investisseur au téléphone et à la fin de l'année, il est rentré au capital, ce qui m'a permis d'avoir des fonds, faire un effet levier avec les banques et d'avoir les fonds nécessaires pour passer du rêve à la réalité. Et donc l'histoire de Blablacar, elle est assez folle parce que, comme je te dis, j'ai participé mais vraiment à plein de concours, quoi. Plein de concours où, en fait, encore une fois, les concours, le problème, c'est ça, c'est que tu es toujours en concurrence. Mais on a tous des projets géniaux, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, ce jour-là, sur 10 candidats, il y a un qui gagne. Et donc, un qui peut avoir l'opportunité d'avoir des fonds et la visibilité nécessaire pour avancer. Et les autres, il faudra qu'ils continuent à aller chercher des fonds comme ça. Et c'est presque la loi, c'est pas la loi du plus fort, tu vois, mais c'est à celui qui va être le plus acharné, tu vois. Ouais. En tout Et cas, ce que j'entends et ce qu'on pourrait retenir de cette expérience-là, c'est que finalement, tu crées l'opportunité. ouais, Tu vois, carrément. si on peut en faire une invitation dans ton retour d'expérience, c'est si vous avez un projet, parlez-en et créez l'opportunité d'être visible sur la scène. Donc, ça veut dire faire des concours, ça veut dire faire les concours de pitch, faire les concours French Tech. Enfin, en tout cas, c'est regarder sur son territoire qu'est-ce qu'il est possible de faire pour être visible et au mieux être sélectionné, voire primé, mais au pire, tu t'es entraîné de toute manière à défendre, à pitcher, à parler de ton projet de façon synthétique et efficace à ton interlocuteur. Moi, ouais, et même, je vais aller plus loin, mais pour moi, tout est leçon, tu vois. Moi, toutes les fois où, tu vois, quand j'étais petite, ou enfin, quand j'étais jeune ado, ou tu vois, quand on me disait non, mais il faut que tu fasses un bac général, et alors que je savais déjà ce que je voulais faire, quand on me disait, ben non, reste à ta place, ou non, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, en fait, si tu veux, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vraiment. Je pense que, on n'est pas tous obligés d'avoir un gros caractère, ou tu vois, une grosse personnalité. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et je pense surtout que quand on a envie de créer quelque chose, un non peut être une opportunité. Déjà, la première, c'est de se remettre en question, de retravailler sur certains, points, qui ont fait qu'on n'a pas été sélectionné jusqu'au jour où, il y aura un oui, quoi.
tu vois. Ouais, bien sûr. Si la porte, elle est fermée, tu passes par la fenêtre, et si la fenêtre, elle est fermée, tu passes par la cheminée. Mais en fait, moi, je sais qu'on m'a beaucoup... j'ai souvent perdu confiance en moi, mais j'ai jamais perdu de vue ce rêve, cette ambition et cette envie de faire différemment, tu vois. Hmm. Ouais, Même j'entends. si je suis traversée par des doutes, même si je suis traversée encore aujourd'hui par des angoisses, même si je suis traversée par plein de peurs, j'ai jamais lâché en fait cette envie-là parce que j'y crois et parce que je suis convaincue que le jeu en vaut, tu vois, en vaut la peine, quoi. Oui, ce que j'entends et ce qui est souvent minimisé, je trouve, dans les projets, en tout cas dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est que tu vois, de l'extérieur, on a l'impression que les gens qui, comme toi, ont une idée, tu vois, là, c'est une idée, c'est pas simplement je monte mon activité et je le fais à ma sauce. C'est que là, il y a une idée euh, géniale, tu vois, qui sort. Ça demande de la persévérance, ça demande des efforts, et c'est pas parce que tu as une idée géniale que ça va dire que ça va être facile et qu'on Non. va investir, parce que tu parles de levée de fonds, mais ça veut dire qu'il faut convaincre, ça veut dire qu'il faut travailler le pitch, ça veut dire que ton business plan doit être solide, et que toute cette notion d'effort, de persévérance fait partie en fait du montage de projet, même si l'idée est géniale. C'est ça que je veux dire, parce que sur un salarié qui voudrait je sais pas moi, qui était RH et qui devient consultant RH, là, il modèle son activité en tant que freelance. Bon, ça va demander de la persévérance de recréer une clientèle, mais tu peux pas faire l'économie de ce travail, même avec une idée géniale. C'est là où je veux en Mm. venir. Ça, et puis même, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et j'ai envie de te dire, tout le monde a des bonnes idées. Enfin, autour de toi, tout le monde te dit, ah, mais ça serait une bonne idée, ça serait... Bon, ok, c'est sûr. Mais combien passe à l'action et tente de le faire, tu vois? Ouais. Enfin, moi, j'en ai encore aujourd'hui plein d'idées de projets, plein de choses. Mais avoir des idées et passer à l'action, il y a quand même un cap, tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, il y a plein aujourd'hui de moyens de se faire accompagner pour déjà prendre confiance en soi et surtout structurer ses idées et dire déjà, dans un premier temps, est-ce que c'est viable ou pas? Hmm. Ok, et après, se faire accompagner pour le rendre viable. Et le rendre, tu vois, vulgariser justement le pitch au début, c'était compliqué. Moi, tout le monde n'a pas compris au début, hein. Ben justement, ce fait que pourquoi personne ne l'a fait avant, donc c'est que ça doit être risqué. Pourquoi, qu'est-ce que tu vas apporter des autres, ça existe déjà. Bon, ben moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et justement, ces critiques ont été constructives. Elles n'ont pas été là pour être juste bêtes et méchantes, tu vois. Ouais. C'était vraiment, moi, au bout d'un moment, je les ai prises. Oh, ok. Et tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, encore, quand je participe à des concours où je ne suis pas sélectionnée, je demande à chaque fois pourquoi. Ok. Alors, c'est pas par ego, c'est pour justement me remettre en question et améliorer mes candidatures et ma position, etc. Donc une nouvelle invitation que je propose à nos auditeurs, c'est, enfin, deux invitations. Finalement, c'est si vous avez une idée, essayez, même sur un coin de feuille, de la travailler et de voir si c'est possible. En gros, croyez en vous parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'une idée peut devenir comme projet et puis finalement comme action de transformation pour le monde. Et ensuite, ça pour moi c'est de l'ordre de l'état d'esprit, mais c'est vraiment d'être dans une écoute d'ajustement et de remise en question, pas pour douter, mais justement pour améliorer le projet. Et ça, c'est pas facile parce que quand tu lances ton projet, t'as peut-être, t'as peut-être vécu ça, Marine, mais tu vas t'amalgamer au projet, c'est-à-dire que le projet va te déterminer, puisque finalement c'est toi le fondateur. Et finalement, une critique vis-à-vis du projet n'est pas une critique vis-à-vis de soi ou de son ego, c'est une critique vis-à-vis de l'idée, vis-à-vis du concept. Et ça doit pas être déstabilisant, au contraire. Et ce que tu partages dans ton expérience, c'est ok, j'entendais une critique, tac, je la prenais en compte pour voir si je pouvais ajuster le projet. C'est ça. C'est ça parce qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, il faut avoir de l'ego, mais il faut aussi des fois le mettre un peu en veille pour évoluer, tu vois. Bien sûr. T'apprends des autres, t'évolues. Moi, moi, j'ai pas fait d'école pour apprendre, pour créer une entreprise, tu vois. Tous les jours, j'apprends, j'essaie de m'entourer de personnes extrêmement talentueuses et compétentes. Mais du coup, au bout d'un moment, qui c'est qui va aller vendre cette idée? Qui c'est qui va aller défendre ça? C'est moi et personne d'autre, tu vois. Et aussi, un truc que moi,
pourrais conseiller, c'est sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, j'ai toujours été, et je le suis toujours, hein, une grande timide. Moi, quand j'étais petite, je n'osais même pas répondre au téléphone quand il sonnait chez mes parents, tu vois. Et là, prendre la parole en public, défendre son projet, mais et c'est encore aujourd'hui. Moi, je me fais coacher pour prendre la parole, pour prendre sa place, sa posture, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Et au début, quand je voyais qu'il fallait beaucoup se mettre en avant, face caméra, etc., et je voulais pas parce que pour moi, le projet était plus important que la personne qui communique. Mais non, en fait. Comment t'embarques les gens? C'est en leur racontant ton histoire et en racontant avec la sincérité. Et tu vois, pourquoi tu es plus attaché à une marque qu'à une autre? C'est par rapport à l'histoire qu'elle raconte, tu vois. Et aujourd'hui, je l'ai compris. Alors, encore une fois, c'est pas simple parce que je reste toujours quelqu'un de timide, mais c'est nécessaire et c'est aussi un vecteur pour avancer et faire que le projet vive, tu vois. Ouais, c'est vraiment avoir conscience de là où ça peut ça peut te mettre en difficulté Mm. et accepter de te faire accompagner là-dessus Ah oui, oui. pour le dépasser. J'avais très envie qu'on parle de la loi AGEC puisque finalement tu rassembles entrepreneuriat, Oui. environnement et mode. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment la loi AGEC a un impact aujourd'hui, depuis 2020, sur ces 3 volets? En fait, si tu veux, la loi AGEC, comme je te disais tout à l'heure, elle est arrivée en France en 2020 avec un calendrier à vision objectif 2030. Et chaque année ou chaque 2 ans, il y a un nouveau secteur qui est touché pour justement avoir une économie plus circulaire, travailler, tu vois, arrêter comment dire, travailler sur des ressources vierges pour, tu vois, pour préserver notre environnement. Donc ça a commencé avec le plastique à usage unique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de paille en plastique, il n'y a plus de coton-tige en plastique. Les emballages à usage unique dans l'alimentaire, c'est en train de se réduire. Quand tu vas au McDo, par exemple, tu vois ça va être des consignes, etc. Et ça, c'est la loi AGEC. Et donc, la loi AGEC, depuis 2023, s'applique au textile. Et donc, si tu veux, tu as des grands thèmes, dont avoir un minimum de pourcentage de matières recyclées, avoir une traçabilité complète de la chaîne de valeur. Donc, pas juste le made in, comme je te disais, mais remonter toute la filière, jusqu'où vient ta matière première, où elle a été filée, où elle a été tricotée, pour donner, en fait, si tu veux, au consommateur plus de pouvoir, de décision et lui donner plus de transparence sur le produit qu'il va consommer. Donc c'est par exemple aussi, tu vas avoir un éco-score qui va arriver. Donc là, ils sont en train, encore la réglementation est en train d'évoluer pour voir en fait quel va être le meilleur outil pour évaluer les critères. Mais en gros, comme tu peux avoir sur ton paquet de jambon le code de A à je sais plus quelle lettre, ben, tu vas avoir pareil sur tes étiquettes de vêtements. Et c'est pour montrer, encore une fois, donner le pouvoir au consommateur de devenir acteur de sa consommation. Et ainsi valoriser l'économie plus locale, une économie plus circulaire et essayer tu vois, d'être un peu plus sensé dans notre consommation, quoi. Ok. Donc voilà, donc en gros les grandes phases pour le textile, il y a vraiment beaucoup de sujets, mais les grandes phases, ça va être la traçabilité complète, l'impact score et les pourcentages de matières recyclées. Et ensuite aussi, tu as la responsabilité des producteurs aussi, où ils doivent être un peu plus, ils doivent plus, par exemple, détruire les invendus. On doit, par exemple, sur tout ce qui est chute de vêtements dans la confection, ils doivent avoir une logique de recyclage. En fait, c'est arrêter de jeter pour jeter. Même aussi sur ton étiquette, tu vas avoir un petit picto tri où on va te montrer dans quelle borne tu pourras jeter ton vêtement en fin de vie. On te conseille aussi, c'est des messages qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne regarde pas non plus. Mais en tout cas, maintenant, ça va être obligatoire où on va te dire, avant de jeter, donner à des associations. Vous avez des points de collecte, donc vous pouvez aller sur ce site pour voir les points de collecte que vous pouvez donner. Donc voilà, donc c'est en fait de la bonne conscience de comment on consomme en amont et qu'est-ce qu'on fait après de notre vêtement après. Ok. Et quand on a préparé l'interview, tu me disais que la pêche, la loi AGEC, allait commencer à s'appliquer pour la pêche en 2025. Est-ce que tu as des éléments par rapport à ton activité? De quel impact ça peut avoir sur ton activité?
Exactement. Donc, comme pareil, cette loi AGEC vise quand même, c'est vraiment le plastique, le nerf de la guerre, les filets de pêche étant du plastique. Cette réglementation arrive sur le secteur de la pêche aussi pour qu'est-ce qu'on fait de nos filets de pêche en fin de vie et comment on les valorise. Donc, pour l'instant, il y a des choses qui sont ponctuellement plutôt de manière locale mises en place, surtout en Bretagne. Donc, il y a une entreprise qui travaille depuis des années sur le recyclage d'un certain type de filet de pêche jusqu'à l'étape de la granulation. C'est une étape de recyclage. Là, il y a un enjeu national et du coup, il y a des choses à mettre en place. Donc, il y en a qui sont un peu plus en avance et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout encore prêts. Moi, ma D'accord. solution, effectivement, c'est qu'on traite un filet qui jusque-là n'était pas du tout valorisable, ni en France ni à l'étranger, qui est vraiment typique de l'Occitanie, de ce type de pêche. Donc, c'est la pêche au thon. Et en fait, donc avec le centre de recherche, avec ce que j'ai réussi à mettre en place, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à cette avancée qui est vraiment majeure, c'est qu'on a réussi à le recycler intégralement, sans ajout de matière vierge, et à le valoriser sur le territoire de A à Z, en fait. Donc, en fait, on a complètement recyclé le filet de pêche et on a recréé un fil textile pour créer des tissus, des tricots, etc. en France. Donc, c'était un challenge par rapport au recyclage, à ce processus, puisque ce déchet n'a jamais été valorisé avant. Et c'était un challenge aussi parce que la filière synthétique en France, il y a très peu d'acteurs. Donc, c'était un vrai challenge de la relocalisation, ça part de là, quoi. Voilà. Oui, c'était du coup ma question parce que si tu es pionnière en France sur ce type de filet de pêche, ça veut dire que tu n'avais pas forcément l'industrie, c'est-à-dire les locaux, les machines, le savoir-faire pour recycler. Alors comment tu as fait du coup pour créer un nouvel écosystème? Avec qui? Comment tu as fait? Alors, donc l'écosystème, franchement, c'est vraiment se créer de l'opportunité. Première recherche internet, je vois des contacts de centres de recherche. Du coup, je les contacte. Est-ce que vous travaillez sur ce type de sujet? Oui, non, oui, ok. Bon, on fait un devis. Comment on peut? Donc ça, c'est des phases d'expérimentation. Donc, avec le centre de recherche, on a réussi à valoriser et à faire en fait toutes les étapes de recyclage de A à Z. Et après, eux, ils m'ont accompagné, si tu veux, pour faire la mise en relation avec des industriels en France. Donc, il y en a très peu. Parce que les industriels sont difficiles à contacter. C'est pas, moi, j'ai eu du mal à les contacter, même par des réseaux annexes, etc. Et donc là, vu on est arrivé avec un produit fini, on est arrivé avec, c'était beaucoup plus facile pour aller les rencontrer. Et là, du coup, moi, je les ai rencontrés là le mois dernier, donc c'est assez récent, tu vois. Enfin, au final, le projet prend du temps quand même, parce qu'on est sur de l'innovation, parce qu'on est sur de la relocalisation. Et donc, c'est en fait, pour l'instant, moi, mon objectif, c'est pas d'intégrer les machines, parce que je pense que c'est compliqué de faire une relocalisation complète. On parle d'un sujet qui est vraiment au tout début, tu vois, enfin, donc le recyclage de filets de pêche, et pour la France, encore une fois. Et là, du coup, on a les partenaires en France pour le faire. On va passer dans une seconde phase de test pour passer à cette phase industrielle, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, ton entreprise va passer d'une échelle, on va dire, à taille humaine à une échelle industrielle, entre guillemets, où tu te Alors pour sens... l'instant, tu vois, j'ai l'impression que comment dire, que tu pourrais être dépassé par le changement d'échelle, en fait, qui est un sujet qu'on a déjà abordé dans le podcast, mais qui m'intéresse par rapport à ton entreprise. ouais, tu as tout à fait raison. Donc là, aujourd'hui, donc les industriels, en tout cas, pour l'instant, pour moi, ça reste des partenaires et des prestataires qui seront externes. Donc, on n'intègre pas ces machines en interne. Pour l'instant, effectivement, tu as bien raison. Je suis, enfin, tu l'as bien noté, je suis seule dans l'entreprise. J'ai créé SAO de A à Z toute seule. Je me suis entourée vraiment d'un écosystème fort d'ingénieurs textiles, de personnes dans l'accompagnement de structuration de start-up, etc. L'objectif et l'enjeu, effectivement, maintenant, c'est comment se développer. Donc, ça veut dire aller chercher d'autres fonds pour recruter une équipe. Et effectivement, il y a beaucoup d'enjeux sur le développement de l'équipe. Mais après, les partenaires industriels garderont la partie, on va dire, développement et changement d'échelle. Mais après, il y aura une équipe qui sera, on va dire, sur le développement de la stratégie de SAO à plus grande échelle. Ok, Donc, le d'accord. but pour pas se faire dépasser, c'est d'y aller, c'est d'abord de se faire accompagner par un écosystème fort et de recruter au fur et à mesure les talents pour les postes clés et pour après vraiment Ouais. déployer, quoi. Ouais, c'est pas la première fois.
tu n'es pas la première à me faire ce retour-là. C'est-à-dire que sur un changement d'échelle, effectivement, c'est y aller progressivement et recruter petit à petit pour que les choses, en fait, se fassent dans le temps. Et cette notion du temps, tu vois, le mot qui me vient, c'est la fast entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du jour au lendemain, tu passes avec une équipe entière, tu as internalisé l'industrie et donc les machines. En fait, c'est vraiment de prendre le temps de se déployer petit à petit avec des partenaires fiables. Ouais. Bah après ça c'est tu vois vraiment quand tu développes de suite une équipe et tout, là c'est vraiment le schéma classique on va dire de la start-up, tu vois, qui va lever des fonds, bim, grosse équipe et après on avance et moi le but c'est pas de devenir une licorne, c'est vraiment d'avoir une entreprise où on va créer de l'emploi, où ça va créer de la valeur et on va être sur tu vois vraiment de la longévité quoi. Moi j'ai envie de créer des partenariats solides et d'avoir de la sécurité, tu vois, donc d'avoir vraiment un schéma sur du long terme, quoi. Et encore une fois, vu qu'on est sur de l'innovation, donc pas de rupture, mais mise en place de cette collecte, de ce tri, de cette valorisation, ça va prendre du temps parce que ça n'existe pas. Et donc pour ça, il faut créer des métiers qui n'existent pas. D'où la notion du temps qui est hyper importante quand on est pionnier comme toi. Pionnière, Mm. pardon, comme toi. Justement, sans transition, quand on est pionnière comme toi, tu as eu une actualité dans ton entreprise au mois de mars, au 8 mars dernier, puisque tu as été sélectionnée dans les 100 femmes entrepreneurs à Matignon. Et j'aimerais profiter de cette actualité pour te lancer sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Alors l'idée, c'est pas de cloisonner en féminin-masculin, mais peut-être d'avoir ton retour d'expérience en tant que femme là-dessus. Déjà, ça fait quoi de passer à Matignon? Ben, Matignon, franchement, c'est bizarre, quoi. Enfin, tu vois, moi, comme je te disais, je suis toute seule derrière mon ordi à développer ce projet, à appeler des industriels, etc. Et là, tu te retrouves sélectionnée parmi 100 autres femmes. Donc, c'était une femme par région. Et pour, euh, en gros être le reflet de l'entrepreneuriat au féminin, tu vas à Matignon, tu vois le Premier ministre, enfin, c'est incroyable, enfin, et presque c'est hors temps et tu as l'impression, tu te dis, mais d'un autre côté, moi je me suis sentie, mais pour le coup, tellement à ma place, parce que je me suis dit, avec tout le travail que j'ai mis en œuvre depuis 3 ans, tout l'engagement et toute ma carrière, où des fois j'ai tellement douté, j'ai tellement eu peur, et en fait, encore une fois, ça a confirmé que il faut pas se limiter dans ses peurs, il faut les dépasser parce qu'on peut atteindre des objectifs et des rencontres complètement inattendues et tellement folles, quoi. Enfin, pour moi, c'était vraiment un clin d'œil de l'univers, je sais pas, mais qui me disait, t'es sur le bon chemin et regarde le chemin que t'as parcouru, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce qui est retourné, donc, en fait, pendant 2 jours, en fait, on s'est fait coacher, on a eu plein d'ateliers sur justement la prise de conscience de sa prise de position, casser ce plafond de verre, sortir de ses limites, arrêter d'avoir peur d'entreprendre, en fait, arrêter de croire qu'on n'est pas capable. C'était vraiment un hommage à l'entrepreneuriat au féminin. Et ce que j'en ai ressorti, c'est que on est peu de femmes, si tu veux, à des très 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 hauts postes ou alors des dirigeantes de pays ou tu vois des grands postes à des grandes responsabilités. Ça avance, hein. Le chemin est long encore parce que quand tu vois les contrastes qu'il y a, tu vois, enfin, regarde aujourd'hui ce qui s'est passé. Kamala Harris à la tête des États-Unis, enfin tu vois, candidate aux États-Unis, message ultra fort. Et de notre côté, t'as certains pays au Moyen-Orient où on interdit les femmes de se parler d'entre elles. Le combat est encore long, mais il faut pas lâcher, quoi. Et tu vois, il suffit de pas grand-chose pour qu'on reperde notre place en tant que femme. Et voilà, il faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, si à force d'avoir peur, en fait, ben, on n'est pas sur le terrain, on n'est plus là, et il n'y a plus de femmes, quoi. Il n'y a plus de parité, quoi. Enfin, donc c'est pas simple, hein. C'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout parce qu'on sort d'un schéma, parce qu'on nous a éduqués d'une certaine manière, qu'on nous place dans une certaine case, et il faut pas avoir peur de sortir de cette case parce que on est, on est capable, quoi. Enfin, on a notre place vraiment. Enfin, je répète beaucoup ça, mais
Je... Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant l'interview, c'est que tu parles de la place. Effectivement, je pense que culturellement, socialement et historiquement, en tout cas en France, je vais parler pour ce que j'ai vécu, mais on est encore, on se limite encore énormément en tant que femme. Alors c'est pas forcément conscientisé, tu vois. Mais moi je l'observe. Euh, je fais partie d'un réseau qui s'appelle les Mampreneurs et la seule condition pour être dans ce réseau, c'est qu'il faut être maman. Et on mesure à quel point finalement ce sont les femmes qui se chargent de s'occuper des enfants. Et c'est juste une évidence, tu vois. La question elle se pose même pas en fait. En soi, c'est la grâce dans toute sa beauté de s'occuper de ses enfants. Mais là où ça devient gênant, c'est quand ça nous empêche de nous déployer en tant qu'individu, tu vois, pas seulement en tant que femme, mais simplement en tant qu'individu. Donc, ce qui ressort de ce que tu dis, de ce week-end à Matignon qui devait être dingue, c'est finalement croyons en nous et osons passer à l'action. En fait, donnons-nous les moyens de passer à l'action, qu'on soit une femme ou un homme, mais peut-être encore plus si on est une femme. Tu vois, ouais, carrément. Et tu vois, ce qui fait, pour en avoir beaucoup parlé, avoir écouté beaucoup de conférences sur ce sujet, tu vois, un homme, il va passer plus à l'action, tu vois, Ok, justement. Il va plus, bon, j'ai un projet, j'ai une idée, allez, je le tente. Une femme, elle va être plus dans la réflexion parce qu'elle va analyser déjà tous les risques, hein, et tu vois, et donc, du coup, et à force d'avoir analysé tous ces risques, elle va se dire, waouh, la montagne, elle est trop haute, je vais pas y arriver, ça va être trop difficile, et j'y vais pas, du coup, j'y vais pas, ou alors, elle va mettre du temps à y aller, tu vois. alors quel conseil tu pourrais donner, bien qu'on puisse pas faire l'économie de cette analyse, parce qu'on est câblé peut-être comme ça, Mm. beaucoup d'entre nous, mais quel conseil tu te donnerais pour, tu vois, avoir la petite impulsion de je passe à l'acte. Ben, après, alors, ça peut ne pas s'adapter à tout le monde, à des moments de vie. Tous les moments de vie sont pas simples, mais au pire, il se passe quoi? Au pire, c'est un non. Au pire, ça marche pas, mais on pourra faire autre chose, tu vois. On risque pas non plus notre vie, tu vois. Enfin, on risque pas tant que on se respecte tu vois, dans nos limites, tu vois. Mais au pire, entreprendre, c'est quoi le risque? Tu Hmm, vois? Il y a pas ok. de risque majeur, tu vois? Au pire, on te dit non, au pire, ça le fait pas. Économiquement, ben, tu rebondiras. Enfin, tu vois, je veux te dire, c'est que il y a des moments de vie où c'est possible, hein, et quand c'est possible, hein, il faut y aller, quoi. Tu vois? Ok, donc l'invitation pour vous, chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutez, ce serait, ok, il y a un blocage, il y a une peur, je sais que vous allez la localiser très très rapidement dans votre tête et dans votre corps quand je vais vous dire ça. Posez-vous simplement la question, comme vient de vous le dire Marine, ok, et au pire, qu'est-ce qui se Mm. passe? Faites le scénario du pire, regardez-le en face, et dans un second temps, regardez comment vous pouvez rebondir. Et Carrément. voyez que finalement, il peut pas se passer grand-chose. Mm. Ben, en tout cas, tu vois, tu peux te faire entourer d'un écosystème qui te permettra de rencontrer des bonnes personnes, de créer des connexions, de trouver des fonds. Ne sois pas isolé dans ton idée, ne sois pas isolé dans tes peurs, sors de ça, essaye, hein, et au pire, tu vas te rencontrer envers toi-même et tu vas te rendre compte à quel point tu peux être puissante, à quel point tu peux être aussi épanouie. Le risque, c'est juste d'aller à la découverte de soi-même, tu vois. Et c'est Hmm. tellement chouette, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai mis du temps à avoir confiance en moi. euh, et je me suis jamais sentie aussi épanouie et en phase avec moi-même depuis que je me suis lancée, quoi. Hmm. Et c'est, tu vois, moi, je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et encore une fois, il y a des jours où c'est pas simple, il y a des jours où je suis pas à l'aise, j'ai peur, mais j'ai jamais eu de regret de l'avoir fait. Hmm. Jamais. Ouais, ça me parle ce que tu veux dire, ce que tu dis, parce que finalement, les doutes, les angoisses et les peurs qui sont liées au projet sont parfois très, très intenses. Mm. Et en même temps, la découverte qu'on fait de nous-mêmes sur, en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, qu'est-ce que j'ai envie de défendre, qu'est-ce que j'ai envie de porter dans mon entourage et à mon échelle, je trouve à cette saveur qui dépasse finalement les périodes de doute et de peur. Tu vois ce que je veux dire? Carrément.
Et après, il y a un truc avec, tu vois, tout ce qu'on vit autour de nous, que ce soit la maladie, les accidents, les pandémies, les guerres. Moi, j'ai pas envie de... Alors, c'est peut-être un peu kamikaze, mais moi, j'ai pas envie de me retrouver à 80 ans me disant j'ai regretté ma vie, tu vois. Et j'ai pas l'impression de, tu vois, de sauter d'une montagne ou d'un building sans Sans parachute, filet. quoi. Bien Tu sûr. vois, je me suis entourée de plein de personnes qui m'aident à justement à ce que prendre le moins de risques possible pour que ce soit à chaque jour, c'est un peu plus sûr, c'est un peu plus certain et j'avance vraiment dans ce sens, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment pris confiance en moi avec cette expérience entrepreneuriale. Je sais pas, je me sens moi, tu vois. Ouais, Tu je vois, vois ce que tu veux dire. quand je me vois Bien dans sûr. un miroir, je suis fière de qui je suis devenue, tu vois. Et c'est la meilleure chose que je peux souhaiter à quelqu'un, quoi, d'être en phase avec soi-même et d'être heureux dans ce qu'elle entreprend, quoi. Il y a une invitation que j'aimerais faire parce que ce que tu évoques sur quand j'aurai 80 balais, je veux pas avoir de regrets. Mais j'aime bien parce que il y a une proposition qui est de s'écrire, d'imaginer qu'on s'écrit quand on est en fin de vie, quoi. Tu vois, la veille de sa mort. Et j'aime bien cet exercice parce que finalement, ça nous permet de cibler ce qui est important. Tu vois, ça enlève tous les parasites de la vie qui font partie de la vie, hein, mais en tout cas, d'écrire une lettre comme si on était à la veille de sa mort, ça permet d'aller à l'essentiel. Et je vous invite vraiment à le faire, vous qui nous écoutez, parce que vous allez voir que finalement, il y a des projets qui sont là et qui vont probablement des rêves, hein, qui peut-être juste des rêves, mais qui peuvent se transformer en projets, qui peuvent émerger de façon plus facile que ce que vous n'imaginiez. Donc je vous invite vraiment à vous écrire quand vous serez vieux avec une couche la veille de votre mort. Il y a ça, ou alors se positionner quand on était enfant, se dire, bon, ben, c'était quoi mon rêve d'enfant et comment essayer, qu'est-ce que je veux devenir ou qui je veux devenir comme adulte, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais, deuxième proposition. Tu vois. Rappelez-vous de ce que vous étiez quand vous étiez enfant et de ce que vous aviez envie de devenir. Parce que finalement, c'est une boussole assez fiable. Carrément. On arrive au mot de la fin, Marine. Est-ce qu'il y a Trop quelque bien. chose que tu aimerais partager, que nous n'avons pas abordé? Écoute, je pense qu'on a quand même pas mal, balayé pas mal de sujets, j'ai envie de dire. Moi, tu vois, c'est ce que je te disais quand on a échangé. Moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts et ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a aidé à passer à l'action. Je pense que le partage qu'on fait aujourd'hui, que l'échange qu'on a ensemble, si ça peut aider à un moment donné quelqu'un à passer à l'action ou à en tout cas prendre confiance ou se dire bon ben pourquoi pas moi, ben c'est là où moi tu vois j'aurais l'impression d'avoir réussi aussi à mon échelle, à mon niveau, d'avoir réussi à aider quelqu'un, tu vois. Comme moi, on m'a aidé, pas directement. Mais, et ça, je trouve que il y a pas mal de gens, moi, qui m'ont contacté pour justement, bon, ben, comment t'es passé à l'action, tu vois. Et j'essaie toujours d'accorder un peu de temps pour le dire, bon, il n'y a pas de souci parce que moi, j'aurais aimé qu'on le fasse hein, pour moi. Et donc, moi, donc, s'il y en a qui veulent directement me contacter pour qu'on s'appelle, qu'on échange, et si je peux aider à un moment donné ou donner un contact ou faire de la mise en relation, c'est avec grand plaisir parce que je sais que ce qui est difficile une fois qu'on s'est lancé, c'est de s'isoler. Et Ouais. voilà, c'est vraiment de s'entourer. Après, il faut savoir trancher, passer à l'action, etc. Ça, il n'y a pas de débat. Mais si à un moment donné, un petit conseil, ça doit prendre que 10 minutes dans une vie de s'appeler et ça peut changer la donne sur vraiment la vision d'un projet, tu vois, ben, avec grand Bien sûr. plaisir. Et donc ce sera le mot de la fin. Si vous avez en tête un rêve, une idée, un projet, demandez-vous sincèrement, et pourquoi pas moi? Et l'étape d'après, c'est d'aller vous entourer, d'aller poser des questions, d'aller vous interroger, d'aller chercher des réponses, mais surtout ne restez pas seul. Vous serez bien plus fort à plusieurs et effectivement, Marine, on remettra tes coordonnées dans la bande du podcast. Mais croyez en vous
et sachez bien vous entourer. Merci Marine pour cet entretien. Merci à toi. C'était un régal. À très Ouais, bientôt. merci beaucoup, à bientôt.